Bonjour, donc bienvenue à notre émission On Air qui vous dit la vérité sur un sujet d'actualité important. Aujourd'hui, 10 questions de 2 minutes, soit 20 minutes, c'est le principe de notre émission. Pour tout savoir et comprendre du COM. Le COM, c'est quoi? C'est le contournement ouest de Montpellier. Un sujet qui fait débat au moment où tous les grands travaux provoquent des manifestations, comme pour l'autoroute A69 dans le Tarn. Alors, pour nous éclairer, nous recevons Salvador Nunez, le directeur opérationnel chez Vinci Autoroute. Bonjour et merci de nous avoir accepté le principe de notre émission, Monsieur Nunez. Bonjour, non mais ravi d'être là avec vous. Alors, la première question, Monsieur Nunez, puisque 10 questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le contournement ouest de Montpellier? Alors, le contournement ouest de Montpellier, c'est un tout petit tronçon routier qui fait environ 6 km, qui a pour objet de relier l'A709 au sud, l'ancienne A9, à la RN109, la 750, puis la 75. Donc, c'est faire en sorte que les véhicules qui, finalement, vont du sud à l'ouest ou du sud au nord-ouest ne soient pas obligés, comme ils le font aujourd'hui, de transiter par l'intérieur de Montpellier, de transiter par l'intérieur de Saint-Jean-de-Védas ou de Juvignac, parce que l'itinéraire actuel, c'est-à-dire la route actuelle, ne permet pas d'absorber le trafic présent. C'est un projet qui a pour objet aussi d'améliorer la desserte à l'ouest de Montpellier, en reconstituant tous les échanges qui existent aujourd'hui au travers des giratoires successifs que nous avons de sud au nord pour aller de Saint-Jean-de-Védas à Juvignac. Et c'est aussi une connexion à tous les projets de mobilité recensés de la métropole, que ce soit à l'extrémité de la ligne 5, que ce soit les abords de la ligne 2, que ce soit tous les projets cycles et piétons qui ont pu être recensés, qui existent. Voilà, donc c'est un projet qui répond à un oubli historique fort dans les infrastructures de Montpellier, d'une part. Et quand on regarde ça de manière objective, sans positionnement politique ou dogmatique, ça correspond à un vrai besoin pour les mobilités à Montpellier. D'ailleurs, tous les documents successifs établis par les différentes gouvernances successives, dont le dernier plan de mobilité de la métropole, dit et annonce que le COM est un outil indispensable pour l'avenir du développement de Montpellier ou pour l'amélioration des mobilités. Donc voilà, c'est un besoin, c'est un outil qui manque parce que historiquement il a été oublié et qui est indispensable. Mais pourquoi à ce moment-là, le COM, ce contournement ouest de Montpellier, fait débat ou autant débat? Écoutez, il fait débat parce que nous sommes dans une nouvelle société. Vous avez constaté comme moi que le monde a évolué, alors, malheureusement pas toujours en bien, et qu'il continue à évoluer. Et parce qu'il existe des entités, le plus souvent manifestement politisées, qui sont contre tous les projets routiers, mais pas que les projets routiers, d'ailleurs, contre tous les projets, même les projets ferroviaires, que certains d'entre eux défendent et qu'après ils attaquent quand ils se réalisent, et que ces gens-là, qui en réalité constituent une très forte minorité, si personne n'a fait l'exercice de les dénombrer, parce que bénéficient d'un fort appui médiatique. Alors peut-être parce que les médias de nos jours, alors je ne veux pas dire tous les médias, mais une grosse partie d'entre eux aiment bien tout ce qui est négatif, aiment bien tout ce qui ne va pas finalement, et aiment bien tout ce qui fait peur ou qui comment dire, attire l'attention, mais avec le côté négatif des choses. On gère nous aujourd'hui un projet d'infrastructure qui est indispensable. Ça fait 4 ans successifs qu'on confie des sondages à l'IFOP qui progressivement d'ailleurs. Je n'ai pas encore rendu public le dernier sondage de cette année. Vous avez 9 personnes sur les 10 consultées qui sont favorables au projet. L'IFOP nous indique qu'ils n'ont jamais vu ça, c'est-à-dire un projet d'infrastructure aussi, appuyé. Et de l'autre côté, vous avez les médias qui diffusent, sans contrôler d'ailleurs, c'est un vrai sujet, tout ce que disent certains. Voilà, bon. Donc, nous, on avance. Et on ne tient pas compte de cette agitation médiatique, pour être très honnête, parce qu'elle ne correspond pas
à la réalité, qu'on mesure au travers des sondages et qu'on mesure au travers de notre travail de terrain. Voilà, donc on est dans un monde très particulier, hein, où en fait on donne surtout la parole à ceux qui représentent finalement le plus petit nombre de l'ensemble des gens qui sont concernés par ce projet. Voilà, c'est l'un des travers de notre société. Alors, comment le va-t-il se connecter aux routes, on peut dire, déjà existantes? On pense au décroissement, au développement croissant des mobilités douces sur la métropole. Il y a la ligne 5, l'extension de la ligne 1. Voilà, puis ce projet prévoit-il l'intégration de connexions justement avec ces modes de transport? Eh bien, contrairement à ce que racontent certaines mauvaises langues diffusées par certains médias, nous avons fait un travail qui a bien duré 2 ans et demi, au moins, avec les représentants de la métropole. Alors, pas les représentants politiques qui, eux, ont validé le travail qui a été fait, mais avec les structures techniques qui représentent les gens de la métropole, avec la ville de Saint-Jean-de-Védas, avec la ville de Juvignac, qui a consisté à recenser tous les projets qu'ils ont en boîte, qu'ils ont l'intention de faire, de façon à nous assurer que la conception du COM, d'abord, n'obère en rien la possibilité que ces projets-là se réalisent, et que, au travers de notre conception, on puisse permettre leur réalisation ultérieure ou leur maintien. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, tous les ponts qu'on va construire comporteront des voies cyclables et des voies piétonnes lorsque les projets de mobilité de la métropole le prévoient, que nous allons profiter de nos travaux pour pouvoir construire avec du foncier qui va nous rester, parce qu'on en a besoin pour les travaux, mais après pas, pour réaliser des voies pour le compte de la métropole. Et sur le fond, comme le disent certains représentants de l'État, le projet routier auquel on est abouti n'est probablement pas et certainement pas un espèce de vieux truc qui est ressuscité, mais est un projet très moderne. Et bon, comme les gens qui critiquent ne prennent pas le temps, ni la peine d'ailleurs, d'aller vérifier et contrôler les choses, ils préfèrent critiquer. Pendant qu'ils critiquent, nous, on travaille. Hein, si vous voulez, les chiens aboient, la caravane passe. Hein, donc, c'est ce que j'en pense profondément. Le vieil adage. Donc, quelles sont les actions aussi qui sont envisagées pour lutter contre peut-être les nuisances sonores ou peut-être même améliorer le cadre de vie des riverains ou des habitants? Alors ça, c'est un débat qui est permanent. C'est-à-dire que les gens, d'une manière générale, qui habitent le long d'une route, vous les entendez rarement, voire très rarement, se plaindre des nuisances et du bruit. Hein, le long de cette route-là qu'on va aménager, c'est le cas. Hein. Moi, je n'ai pas entendu grand monde se plaindre, hein, alors qu'entre nous, il y a de quoi se plaindre. Alors, subitement, quand on arrive avec un projet, c'est comme si le fait qu'on arrive créait beaucoup plus de nuisances. J'entends par là que les gens s'intéressent à ce qu'on va faire. Bon, ce qu'on va faire, c'est mettre en œuvre des murs anti-bruit, des merlons pour protéger du bruit et avec des aménagements paysagers. Et c'est une conception qui garantisse qu'il n'y aura pas plus de bruit que ce que la loi autorise, si j'ose dire. Hein, parce qu'il ne faut pas laisser penser 2 secondes à qui que ce soit que le long d'une route, il n'y aura jamais de bruit. Non, ce qui est important, c'est de savoir, le long d'une route, là où il y a des habitations, est-ce que ces habitations sont protégées? Et c'est ce qu'on va faire. Hein. Et à partir de là, on va réaliser des aménagements paysagers et puis surtout une conception sur le tracé du COM qui permettent, de par le positionnement du COM par rapport au terrain naturel, si j'ose le dire ainsi, que le bruit finalement perçu par les habitants soit le moindre possible. Bon, c'est un travail qu'on sait bien faire. On vient de le faire sur Toulon, dans la traversée de Toulon, en pleine ville, hein, c'est-à-dire dans des situations autrement plus complexes que celles du COM. Et tout le monde est très, très satisfait, hein, au point qu'on me remet des prix. Alors, voyez, donc, c'est que les gens doivent être très satisfaits. Donc, là-dessus, moi, je ne suis pas inquiet. Ce qu'on observe, c'est que de toute façon, on a beau rassurer les gens et leur expliquer qu'on sait faire, d'une manière générale, ils ne nous croient pas. Donc, c'est un débat perdu, hein, d'avance, hein, que d'essayer de les convaincre. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une obligation de résultat. Et donc, à la fin des travaux, à la mise en service, on fait des mesures et on fait appel à des experts et on doit démontrer que ce qu'on a fait est conforme à ce que la loi exige. Donc, les gens peuvent être rassurés. Très bien.
Une autre question qui est souvent pas abordée, c'est un peu le côté des avantages économiques. Est-ce que ça représente des avantages économiques, par exemple, comme je pense à l'emploi, aux entreprises locales? Bah, écoutez, tous les projets d'infrastructures importants, comme peut l'être le COM, génèrent obligatoirement de la création d'emplois. Alors, sur un projet comme ça, on n'a pas encore fait nos calculs de prévision, parce que, bon, chaque chose se fait en son temps, comme dirait l'autre, mais on peut, en comparant à ce qu'on a fait à Toulon, qui est un projet de la même envergure, on peut considérer que ça peut créer facilement entre 300 et 400 emplois directs, et que ça en génère en général 2 fois plus en indirect. On rajoute à ça ce que ces personnes qui vont travailler sur le chantier, qui au pic du chantier, parce que tout ça, c'est pas constant dans le temps, hein, il y a certains moments où on pourra avoir 600 personnes, à d'autres 200. Ces gens-là vont consommer sur place, hein, vont consommer de l'hôtellerie, vont consommer de la restauration, vont vivre dans la métropole, et donc forcément ça génère, comment dire, pour l'économie, quelque chose de positif. Et, et par les temps qui courent, dans le monde des travaux publics, qui est un secteur d'activité qui est pas, comment dire, au mieux en ce moment, et quand on regarde ce qui peut se passer en 2026 ou 2027, bon, les choses sont pas forcément très roses, hein, parce que des projets, il y en a pas beaucoup, et donc ça sera, comment dire, quelque chose qui est très attendu, je pense, par cette activité, ce monde économique-là, voilà. Une enquête publique environnementale a été menée cet été. J'allais dire, quels sont les premiers retours? Quels ont été les retours? Et puis, est-ce que ça va permettre d'enclencher les étapes du projet, les prochaines étapes du projet? Bah, écoutez, on a entendu certaines mauvaises langues diffusées par des médias dire qu'au mois d'août, il fallait pas faire parce que les gens ne pourraient pas répondre, et que tout ça, c'était fait pour nuire, et j'en passe et des meilleurs. Bon, en réalité, résultat des courses. Je crois qu'on a 5238 avis, peut-être un peu plus. Si le chiffre n'est pas exact, veuillez m'en excuser. Plus de 65% d'avis favorables. Ça fait, pour votre info, j'ai fait le calcul, plus de 8 fois en nombre d'avis que ce qu'il y avait eu pour l'enquête d'utilité publique initiale, qui, elle, se passait en dehors du mois d'août. Donc, on peut en tirer comme leçon ou comme constat que, ça a intéressé beaucoup de monde, hein, puisque le nombre de participants est quand même assez conséquent, et que, de manière assez manifeste, les gens sont plutôt pour, ou massivement pour, plutôt que contre, hein. Donc ça me semble assez clair. Voilà. Après, il appartient à la commission d'enquête de rendre public son avis. Ils l'ont fait d'ailleurs vendredi dernier, c'est ce que j'ai appris. Et il appartient maintenant au préfet de prendre sa décision. Bon, on attendra. Et quand il aura pris sa décision, il devra, si sa position est favorable, prendre un arrêté. Et cet arrêté fixera les conditions de réalisation des travaux. Et donc, lorsqu'on aura entre les mains cet arrêté et qu'on verra pratiquement quelles sont les contraintes auxquelles on est soumis, nous, on se prépare pour aussitôt pouvoir démarrer nos activités dites de travaux préparatoires, hein. Et justement, ça pourrait être quoi le calendrier si, encore une fois, le préfet... Alors, je ne vais pas, dans une affaire comme celle du COM, qui, au contraire de toutes les affaires que j'ai pu connaître, bon, le premier constat que je fais, hein, c'est qu'on y passe beaucoup plus de temps que ce qu'on devrait, hein, honnêtement. Quand c'est pas à cause de l'un, c'est toujours à cause de l'autre. Moi, par rapport à ce que j'avais prévu initialement, on va dire dans un monde normal, au regard, par exemple, de l'expérience dernière de Toulon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça dure beaucoup plus longtemps pour des raisons multiples, hein. Et donc, aujourd'hui, je vais pas m'aventurer. En tout cas, mon objectif, c'est de faire en sorte que le COM se réalise. Ça, c'est sûr. Je suis là pour ça. Et nous, on s'adaptera. Voilà. On va pas être en situation... notre objectif, c'est de jamais être en situation d'être accusé d'être en retard. Non, non, non. On sera prêt.
Mais on va surtout pas se précipiter parce qu'il y a des gens qui en profiteraient pour nous faire un énième recours, pour nous causer du tort. Donc, je m'adapte à la situation. Et je trouve ça, d'ailleurs, pour votre info, très amusant. C'est-à-dire que j'aime bien ce genre de situation parce que, comme j'essaye toujours de gagner, moi, j'aime bien ce genre de petite bataille qui parfois est assez amusante. Voilà. Donc ça me motive. Il y a eu un sondage, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a été réalisé par l'IFOP concernant le COM. Est-ce qu'il a déjà livré ses premiers résultats? Et puis, en quoi consistait ce sondage? Le sondage qu'on fait chaque année, il a eu lieu au mois de septembre. Donc on n'a pas encore rendu public les résultats. On est sur le point de le faire pour une simple raison, c'est que nous avons l'obligation de ne pas prendre position par rapport au COM jusqu'à ce que le rapport de la commission d'enquête qu'on a évoqué soit publié. Donc on avait les résultats, mais on ne pouvait pas en parler. Donc là, ça va être rendu public. On va envoyer ça aux médias. On a une confirmation de ce qu'on a eu les années précédentes, avec même une amélioration. Bon, si je résume, on pose des questions pour essayer de comprendre si les gens sont favorables ou pas à la réalisation du projet de com et grosso modo pourquoi et comment ils font pour s'informer. Enfin, on n'a pas changé les questions depuis la première année. On consulte les gens concernés, c'est-à-dire tous les gens de l'ouest de Montpellier, tous les quartiers ouest de Montpellier, et on a un résultat qui frise les 9 personnes sur 10 qui sont favorables au projet du com, y compris lorsqu'elles ne sont pas vraiment au courant. Et la raison, on est très simple, hein, si vous voulez, quand on est pragmatique, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont à l'ouest, ils s'embêtent tous les matins, et quand je dis qu'ils s'embêtent, c'est une façon élégante de le dire, hein, tous les matins, tous les soirs, quand ils amènent leurs enfants à l'école, au collège, etc., dans des congestions énormes, et il n'y a pas de train, il n'y a pas de ligne ferroviaire. Alors, on peut dire le train, moi, mais il faudrait créer une ligne ferroviaire. Et s'ils veulent faire les travaux d'une ligne ferroviaire, il y aura des gens qui sont contre. Bon, et c'est un train, ça coûte au moins aussi cher qu'une route, si c'est pas plus cher. Mais il n'y en a pas des projets ferroviaires. Donc la seule solution qui a été adoptée, c'est de répondre par des solutions routières. C'est le SERM montpelliérain qui, à la différence de la plupart des SERM, qui concernent des vieilles métropoles qui sont structurées avec des étoiles ferroviaires, Montpellier n'est pas structuré comme ça. Donc, donc le COM, les gens le conçoivent comme la seule solution qu'on leur offre pour améliorer leur quotidien en matière de mobilité. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les gens adhèrent. C'est parce que finalement, on ne s'est jamais occupé d'eux à l'Ouest. Là, il y a le COM qui finalement peut se réaliser parce qu'un financement a été trouvé. Et si ça ne se fait pas, la seule chose qu'ils auront, c'est de continuer à vivre avec leurs difficultés. Voilà, donc c'est assez simple. Une question, Monsieur Nunes, sur Vinci cette fois-ci. Est-ce que c'est vraiment la meilleure entreprise aujourd'hui des travaux publics? Et j'allais dire, quand les travaux publics évoluent aujourd'hui dans leur conception, dans leur fabrication, j'allais dire dans les outils qu'on utilise, par rapport à ce que vous avez pu connaître il y a encore 10 ans? Alors Vinci, d'abord, c'est un des plus grands groupes, si ce n'est pas le plus grand au monde, hein, mais pas que dans les travaux publics d'ailleurs. Hein. Vinci, c'est le nom de la holding. Hein. Ouais. On entend beaucoup le mot de holding en ce moment, par ailleurs. Et ça comporte effectivement des secteurs d'activité. Vinci Construction, c'est le génie civil, les travaux publics, le bâtiment, toutes ces choses-là. Mais vous avez Vinci Énergie, vous avez Vinci Immobilier, vous avez Vinci Facilities, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, Vinci passe son temps à s'adapter au monde qui évolue. Et je dirais qu'au-delà de s'adapter, le plus important, si on veut rester parmi les meilleurs, parmi les premiers, hein, il faut essayer de voir comment le monde va évoluer et anticiper. Parce que si vous anticipez pas, hein, c'est comme un gestionnaire. Hein. Vous avez le gestionnaire qui reçoit ses factures et qui fait rien d'autre. Bon, et si jamais ça se passe mal, il peut périr assez vite. Hein. Et vous avez celui qui essaye de deviner ce qui va se passer et d'anticiper pour justement être en situation d'être le meilleur. Nous, on essaye en permanence
être parmi les meilleurs. Hein. C'est pas à moi de dire qu'on est les meilleurs, parce que c'est aux autres de l'apprécier, notamment aux clients de Vinci. Mais dire qu'on évolue sans cesse, qu'on s'adapte sans cesse, oui, le monde des travaux publics n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Hein. On ne parlait jamais que de travaux de force, de travaux compliqués, etc. Bon, c'est sûr que les travaux publics, c'est toujours à l'extérieur. Ça n'a pas changé. Hein. Bon, mais aujourd'hui, des quantités de choses ont changé. D'abord, l'utilisation de l'informatique, de l'électronique, de l'automatisation de beaucoup de tâches, d'engins autrement plus intelligents et performants qu'avant. Donc oui, les travaux publics évoluent, et ils évoluent aussi dans les manières de consommer, hein, pour décarboner le moins possible. Je veux dire, on est complètement dans notre temps. Hein. On bouge avec, on évolue avec, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit, comment dire, et au goût du jour, et dans une situation, dans un mode comportemental où on anticipe les besoins à venir, ne serait-ce que pour que les clients fassent appel à nous. Hein. C'est le souci de toutes les entreprises. Dernière question, Monsieur Nunez, a plus tourné sur vous. Vous étiez aussi l'homme du contournement donc de Montpellier, le doublement de l'autoroute, hein, qui est aujourd'hui tel qu'il est. Hein. C'est quand même vous qui l'avez réalisé à l'époque avec Georges Frêche. Donc j'allais dire, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive dans ce type de projet? Et puis peut-être quel message vous aimeriez transmettre aux Montpelliérains? Alors, moi, à titre personnel, ce qui me motive, c'est surtout... moi, j'ai toujours été un homme de mission. Hein, c'est une espèce de légionnaire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné la Légion d'honneur. Non, c'est-à-dire que moi, je suis très attaché à réaliser les missions que me confie ma société. Alors, je suis forcément fabriqué ou j'ai un mode comportemental qui est celui d'autres générations que celle de maintenant. Je ne vois pas les choses de la même manière, mais pour autant, je m'adapte à l'existant du mieux que je peux, et je pense que je fais très bien. Moi, je n'ai pas d'ambition personnelle là-dedans. C'est à part servir et servir l'intérêt général. Je n'ai rien d'autre comme ambition, jusqu'à ce que ma santé me le permette et jusqu'à ce que je sois tenu de m'arrêter de travailler. Mais aujourd'hui, ici, ce qui me motive, c'est, encore une fois, c'est de pouvoir contribuer à réaliser une infrastructure qui correspond à un vrai besoin pour la majorité des gens, et donc servir l'intérêt général. Et les intérêts particuliers, je suis désolé, mais en République, parce que nous y sommes encore, l'intérêt général, ça prime. Voilà. Et quand on doit s'intéresser aux problématiques de la majorité des gens de l'Ouest, il faut s'en occuper au détriment de certains intérêts particuliers. Et donc, ça a été le sens et qui a guidé la création de toutes les infrastructures qui permettent de se déplacer en France. Et ça le demeure. Voilà. Et donc, moi, ce qui me motive, c'est de servir. Très bien, Monsieur Nunez. Je vous propose peut-être de se donner rendez-vous dans un an, en vous écoutant, parce que dans un an, peut-être que les travaux auront donc, en tout cas, peut-être commencé. Peut-être même avant, allez savoir. Et comme ça, on saura où est-ce que ça en est. En tout cas, voilà, c'était l'émission On Air de Salvador Nunez pour le contournement ouest de Montpellier. Donc, merci à vous d'être présent. Et puis, la prochaine émission concernera l'eau, la gestion de l'eau, avec Olivier Sarlat, le directeur de Veolia Occitanie.